Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous parler de l'histoire de Monsieur Patate, ce jouet destiné aux enfants qui a été créé en 1949 et qui a été repris par la compagnie Hasbro au début des années 50. Madame Patate, Madame Patate, Madame Patate. Non, pas Madame Patate, Monsieur Patate. Non, ben là, je faisais référence à la phrase célèbre de notre Monsieur Patate dans Toy Story 1. Toy Story 1, oui. Il voyait l'arbre de Noël, puis Madame Patate, Madame Patate. Oui. Donc, en fait, on s'entend que Monsieur Patate a été remis au goût du jour avec les Toy Story. Oh, mon Dieu. Mais c'était vieux. Hey, donc, on parle de Monsieur Patate aujourd'hui. On parle de Monsieur Patate. Hey, c'est épouvantable. On a des sujets... Écoute, wow. C'est pas parce que j'ai envie de te traiter de légumes, mais sincère, Monsieur Patate est une... tubercule? Est un monument. C'est un monument, est un monument de l'histoire. OK. Nord-américaine. Mais il y a 2 monuments dans cette chronique-là que je vais faire aujourd'hui parce qu'elle va être assez longue, la chronique, je te le dis tout de suite. Là. Je ne sais pas comment on va finir ça, mais en tout cas, on va voir ça. Parce que non seulement je vais parler de M. Patate... Micro. Sur mon micro. Non seulement je vais parler de M. Patate, mais je vais parler de la compagnie qui a mis M. Patate sur la map, qui est Hasbro. Puis Hasbro, c'est une grosse affaire. Métro ou... Non, c'est Hasbro. Mais tu sais, on va commencer par Hasbro. Puis c'est important de raconter l'histoire de Hasbro pour voir toute l'évolution parce que, en même temps de voir Hasbro, on voit également l'évolution de M. Patate. Donc, Hasbro, ça a commencé en 1923. 3 frères, Herman, Hiller et Henry Hasenfeld. Donc, si vous vous demandez Hasbro, c'est pourquoi? C'est les 3 premières lettres du nom de Hasenfeld, donc H-A-S, et Bro pour Brothers, donc Hasbro. OK. Donc, la compagnie des frères Hasenfeld va être créée en 1923 et elle va s'appeler The Hasenfeld Brothers Company, qui, à l'époque, s'occupait de vendre du textile. Oh, pas tout dans le même domaine. Pas du tout dans le même domaine. Et à ce moment-là, ils faisaient ça en Providence, à Rhode Island. Pendant les 2 décennies qui ont suivi, la compagnie s'est spécialisée dans le niveau scolaire. Donc, crayons. OK. Et tout ce qui est comment est-ce qu'on appelle ça? Donc, les supplies, donc les cahiers. Les cahiers, les duotangs, les patchs, les effaces et bien sûr, les crayons. En 1926, les Hasenfeld Brothers vont incorporer la compagnie parce que Hillel, pardon, parce qu'au lieu d'un R, c'est un L, donc Hillel va quitter l'entreprise
pour construire juste, lui, sa compagnie de textile, puis il va demeurer dans ce milieu-là. Alors que Henry et Herman, eux autres, vont s'occuper du reste de l'entreprise. Henry, lui, va devenir comme le CEO de l'entreprise. Et ils vont se spécialiser de plus en plus dans le milieu scolaire. Avec la montée des coûts pour faire des crayons et des accessoires touchant au domaine du crayon, les Hasenfelds vont commencer à faire leurs propres crayons. Parce qu'avant, ils passaient par des distributeurs, des fournisseurs. Ils achetaient les crayons, puis ils les ils personnalisaient. c'est ça, exactement. Là, ils ont décidé de le faire par eux-mêmes. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui va permettre le financement des prochaines lignes qui vont suivre par la suite et surtout de ce qui s'en vient en 1940 avec la première ligne de jouets qui va être un kit de docteur et un kit d'infirmière. Donc ça va être officiellement les premières lignes de jouets qui vont être faites par les Hasenfeld Brothers. Se jouer avec ça aussi de la pâte à modeler, donc des kits de pâte à modeler qu'ils vont faire. Donc ça, c'est les débuts du domaine du jouet pour Hasbro. Ça ne s'appelle pas comme ça avant, mais on va commencer tout de suite à les appeler de même. En 1943, Henry va devenir le CEO, alors que son fils, Merrill, va devenir le président de la compagnie parce que le troisième frère, c'est-à-dire Herman, va décéder. Donc, à ce moment-là, on va commencer à faire rentrer le plastique dans leur ligne de jouets à cause principalement de la Deuxième Guerre mondiale. Okay. Donc, le plastique va arriver à ce niveau-là. Et c'est en 1952 que la compagnie va mettre sur le marché son premier jouet officiel, qui va être un hit incroyable, et c'est M. Patate. Et on va revenir à M. Patate plus tard. Mais vous allez voir que M. Patate a fait beaucoup de premières. Bien sûr, en 1960, Henry va décéder. C'est son fils, Merrill, qui va prendre le contrôle de la compagnie. Et donc, à ce moment-là, on va extensionner en 1961 du côté du Canada avec le Hasenfeld Brothers Canada Limited. Donc, la compagnie va continuer jusqu'en 1964, où là, on va amener les G.I. Joe. Là, bien sûr, les G.I. Joe étaient à l'époque une réplique à Mattel et à la Barbie. Mais c'était de dire, OK, il y a des enfants, des garçons principalement, qui ne veulent pas jouer à la poupée. Ben non, on ne veut pas de Barbie. Alors, on va leur faire des militaires. Parce qu'en 1964, G.I. Joe n'était pas un aventurier. G.I. Joe était un militaire. Donc, on va créer ça. Et en 1965, G.I. Joe va compter pour le 2/3 des ventes de la compagnie des Hasenfeld Brothers. C'est beaucoup. Ah, ça a pogné, G.I. Joe. Ça a pogné énormément. Hasbro, ou les Hasenfeld Brothers, va devenir Hasbro Inc. en 1968. Donc, on a décidé qu'avec tout ce qui s'en venait, l'avènement du jouet, de ci, de ça, il y a les jeux de société qui vont rentrer là-dedans à un moment donné. Il fallait qu'ils rapetissent le nom pour faire rendre ses jouets. Ils ont rapetissé le nom, effectivement, et donc ils ont appelé ça Hasbro. Arrive la guerre du Vietnam. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a un rapport? Bien, ça a un rapport que le G.I. Joe va tranquillement changer. Et là, on va prendre le personnage de G.I. Joe qui est un militaire, et là, on va le transformer en aventurier. Parce que justement... C'est mauvaise presse. C'est mauvaise presse. La guerre du Vietnam est très mal vue. Si on regarde un militaire, là, les militaires n'étaient vraiment pas les gens favoris aux États-Unis à ce moment-là. Donc, on a décidé de changer le personnage de G.I. Joe et de faire un aventurier avec. Merrill va devenir CEO alors que son fils, à lui, va devenir le président de la compagnie. On parle de Stephen ici. Et à ce moment-là, on va tranquillement transformer l'entreprise, mais là, on va voir qu'on commence à avoir des problèmes financiers. La compagnie va commencer à avoir un déclin au niveau de ses ventes parce que principalement, la ligne de G.I. Joe commence à mal aller. Et donc, en 1975, Hasbro ferme la ligne G.I. Joe. Bien sûr, là, les problèmes principaux viennent non seulement d'une descente au niveau des ventes du produit, mais aussi d'une augmentation des coûts de plastique puis du pétrole. Ben oui. Donc là, comme les figurines sont faites en plastique, ça coûte cher. À ce moment-là, en 1977, juste pour vous donner une idée, Hasbro avait perdu près de 2,5 millions de dollars dans son année. Ouch. Donc, ça fait mal. Oui. Okay? Mais dans cette même année-là, Hasbro va acquérir les droits de Peanuts,
Donc, Snoopy. Snoopy. Donc, bien sûr, il va pouvoir faire des personnages en rapport avec Snoopy. Merrill meurt en 1979. Et donc, à ce moment-là, c'est Stephen qui a de la misère à devenir le CEO de la compagnie parce que les actionnaires ne veulent pas trop, mais ils vont faire une passe-passe en mélangeant deux compagnies et en achetant les actions de cette deuxième compagnie-là, ce qui va faire en sorte que là, il va tomber actionnaire majoritaire et donc va devenir le chairman et président de la compagnie. Et à ce moment-là, Stephen, lui, de 78 à 81, va réduire la production d'un tiers des produits de Hasbro. Donc là, on essaie de replacer la compagnie sur ses pattes. On rationalise et la qu'est-ce compagnie. qu'on garde? Principalement les jouets qui ne coûtent pas trop cher à produire, mais dont les lignes sont très vieilles, dont Monsieur Patate, qui continue. En 1982, Hasbro va faire revivre la ligne G.I. Joe, bien sûr avec l'aide de Marvel Comics, qui à ce moment-là vont créer un comic book sur le personnage, qui va être un dessin animé aussi. Oui, il y a un dessin animé qui va venir par la suite. Après. Et là, à ce moment-là, G.I. Joe passe d'un militaire à un aventurier à un commando antiterroriste. Oui. Et par la suite, c'est Ça 2 paraît ans. mieux, ça. Oui, ça paraît un peu mieux. 2 ans plus tard, on arrive bien sûr avec la ligne des Transformers. Et là, Hasbro est parti en grand. Quelque chose que je ne savais pas, mais en 82, Hasbro va partir une autre ligne de jouets également. My Little Pony. Oh! Tu sais, on entend parler de ça présentement, de My Little Pony. On pense que c'est nouveau, il y a mais... un film, mais non. Non, mais c'est ça. Mais non, c'est pas nouveau. Ça date des années 80. Oui. C'est juste quelque chose qu'on a ramené qui, là, a eu pris de la popularité. En 1988, Hasbro va s'emparer de Tonka Corporation pour 486 millions de dollars. Donc, c'est à ce moment-là que Tonka embarque dans Hasbro. Qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, Tonka était propriétaire à ce moment-là de Parker Brothers Unit. C'est quoi Parker Brothers? Ça vous dit quelque chose, hein? Ben oui. Pensez Monopoly, pensez tous les jeux, les board Les games. jeux de société, les vieilles générations, c'est tous eux autres. C'est tous eux autres. Donc, ça rentre là-dedans. Et en même temps, ils ramassent Kenner. Et ainsi donc, les lignes de figurines Star Wars. Oh! Donc là, encore là, ça fait boum. Et donc, ça fait en sorte qu'à ce moment-là, Hasbro devient la ligne de jouets numéro 1 au monde. Ils ont déplacé Mattel et là, ils sont rendus au top de la ligne. En 1994, on va commencer à faire un merging, donc un rassemblement de toutes leurs lignes, que ce soit les Play School Baby, Hasbro Toys et Kid Dimension. On a tout réuni ça dans Hasbro Toy Group. Et bien sûr, ça fait en sorte qu'on réduit les dépenses pour justement essayer de garder une sanité au niveau des paiements, pas des paiements, mais des finances de la compagnie. Ouais. Mais Mattel, eux autres, vont s'emparer de Fisher-Price et ça va les remettre au top des compagnies de jouets à ce moment-là. Pour le reste, ben, c'est ça. Le reste de Hasbro, c'est de voir qu'ils ont continué quand même à grossir avec le temps, mais tout ça pour dire que récemment, toi puis moi, on en parlait quand on a fini, je pense que c'était en fin de notre revue de 2017 qu'on parlait qu'Hasbro avait fait une offre à Mattel. Ouais. Je vous confirme que Mattel a refusé l'offre. Donc, mais c'est pas la première fois qu'Hasbro fait une offre pour acheter Mattel. Alors, il y a quand même un conflit. Mais c'est drôle parce que ces compagnies-là, au niveau du jouet, sont les deux grosses compagnies. C'est le Marvel et le DC du monde du jouet. Mais tu as Hasbro qui continuellement essaye d'acheter son compétiteur qui est Mattel. Et Mattel semble résister malgré le fait qu'ils ont des sérieux problèmes. Écoutez, ils ont offert quand même 11 billions de dollars. Donc, c'est 11 milliards de dollars à Mattel pour les acheter. Mattel a dit non. Donc, c'est où est-ce qu'on en est rendu présentement avec Hasbro au moment où on se parle. Mais c'est quand même une grosse compagnie de jouets. On parle de jouets pour enfants ici. Et ça nous amène donc à M. Patate. Aux origines d'Hasbro. Hein? Aux origines de Hasbro, M. Patate. M. Patate. M. Patate a fait toute l'histoire de Hasbro et est encore présent aujourd'hui, était encore un des plus gros vendeurs chez Hasbro au niveau du jouet pour enfants. C'est fou. C'est pas d'allure. Ça n'a pas de bon sens, mais écoute, je te dirais que d'abord, M. Patate a commencé dans les années 1940. Et c'est l'inventeur George Lerner qui a créé M. Patate. À l'époque, ce que c'était tout simplement des petites formes de visage en plastique qu'on mettait dans un sac puis qu'on vendait comme ça.
et les gens devaient fournir la patate. Ben oui, tu prenais la patate puis tu mets ça dessus. Exactement. Ah oui. Donc, la patate là, en plastique, elle n'était pas là à l'origine. Et donc, à ce moment-là, on pouvait se servir de M. Patate en patate, mais on pouvait faire M. Carotte, on pouvait faire M. Brocoli, on pouvait faire plein de choses, mais ça s'appelait Mr. Potato Head. Bien sûr, avec l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale, le produit de M. Patate, de M. Lerner, est devenu controversé. Pourquoi? Parce qu'on manque de nourriture aux États-Unis. Donc, de faire un jouet où est-ce qu'on doit pitonner ça sur la bouffe... On scrape une patate, là. On scrape une patate. Et donc, à ce moment-là, Lerner a essayé de vendre ça à des compagnies de jouets, mais ça n'a jamais fonctionné, à cause principalement de ça. Parce que on voyait mal le fait de prendre de la nourriture, puis de la nourriture dont on avait de la problématique pour donner ça à un enfant pour qu'il joue avec ça, avec ses instruments. Finalement, il a réussi à convaincre une compagnie de nourriture, je vous dirais, là, c'est à la fin des années 40, pour tout simplement mettre des sacs de plastique à travers les boîtes de céréales pour justement que les enfants puissent avoir accès à ça. On avait vendu l'idée pour 5 000 $ à ce moment-là. Mais en 1951, M. Lerner a présenté son idée aux frères Henry et Merrill Hasenfeld. Donc, vous vous rappelez des frères Hasenfeld qui sont propriétaires de Hasbro. Et donc, à ce moment-là, quand les Hasenfeld voient ça, ils se disent « Wow, minute, on n'a pas ça dans nos lignes. Minute, il n'y a rien dans le domaine du jouet qui existe dans ça. On le veut. » Alors, les Hasenfeld vont donner 2 000 $ à la compagnie de céréales pour arrêter la production des produits. Et ils vont donner 5 000 $ à Lerner pour acheter des droits. Et ils vont dire à Lerner, écoute, en plus de ce 5 000 $-là, on va t'offrir 500 $ en avance, plus 5 % des commissions sur chaque produit qu'on vend. Je dû faire de l'argent. OK? Alors, le jouet en question va devenir Mr. Potato Head et donc va aller en production. Plus précisément, le 1er mai 1952. Là, on va avoir le contenant patate, là, la patate plastique. Non. Pas encore? Pas encore. Donc, le 1er mai 1952, le jouet original, qui coûtait seulement, tenez-vous bien, 98 sous, est sorti sur le marché. Ça comprenait les mains, les pieds, les oreilles, 2 bouches, 2 paires de yeux, 4 nez, 3 chapeaux, des lunettes, une pipe et 8 petits morceaux qui ressemblaient à comme de la barbe. C'est ce qu'on appelle des facial hair, là. OK? Donc, ça peut être des sourcils, ça peut être... Bon. Donc, ça complétait le Monsieur Patate. Mais, encore là, ça venait pas avec un corps. C'était les parents qui devaient fournir la patate. Donc, vous parlez d'une patate qui est environ 3 pouces et demi de haut. Ouais. Vous mettez ça là-dedans. Et donc, on a décidé de faire ça. Tout de suite après la sortie initiale du jouet, par la suite, on a mis dans les emballages ce qu'on appelle un order form, c'est-à-dire une forme pour commander 50 pièces additionnelles qu'on envoyait, mettons, à Hasbro, puis Hasbro avec de l'argent, puis Hasbro renvoyait le petit sac avec 50 morceaux additionnels pour compléter ton Monsieur Patate. Ça pouvait être n'importe quoi, là, mais dans l'ensemble, ça complétait ton personnage. Le 30 avril 1952, c'est une date à retenir parce que Monsieur Patate va devenir le tout premier jouet à être publicisé à la télévision. Oh. Donc, je rectifie. Il va être le premier jouet à obtenir son propre commercial. Pire que ça, c'est le premier commercial à être dirigé directement vers les enfants. Habituellement, on dirigeait la publicité vers les adultes. Ben oui. Les adultes achetaient les affaires. Mais là, on vise les enfants directement. Qu'est-ce que ça fait? D'abord, ça l'a changé et ça l'a révolutionné le marketing. Ah oui, complètement. Là. Complètement. Maintenant, il est interdit. Maintenant, c'est interdit, mais à l'époque, c'était une première. C'est ça. Et ça l'a fait un boom industriel à l'époque. Et croyez-le pas, plus de 1 million de kits ont été vendus la première année. 5% de 1 million. De 98 sous, donc 1 million. Sans compter
Oublie pas, tu as des petits sachets qui est envoyé par la poste Oui, avec ça. les pièces. Puis dis-toi que 98 cents, on rigole aujourd'hui, on dit 98 cents, c'est une pièce, c'est rien. C'est rien. Mais à l'époque, c'est une autre c'est histoire. beaucoup d'argent. Là. On était à la Deuxième Guerre mondiale. On vient de sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est encore beaucoup d'argent. Là. En 1953, on a décidé d'agrandir un petit peu la famille de M. Patate. Donc, on va avoir... Madame Patate. Madame Patate n'est pas arrivée encore. Okay. Donc, on a bien sûr... en 1953, Madame Patate arrive. Madame Patate. Madame Patate est arrivée sous le sapin de Noël. Et quelques temps après, on a eu le Brother Spud. Oh. Et on a eu la Sister Yam. Qui complétait bien sûr la famille de M. Patate. Oui. Avec bien sûr des accessoires qui, bien sûr, avaient beaucoup une influence sur ce qu'il y avait dans les années 50. C'est-à-dire, vous avez une voiture, vous avez un bateau avec le trailer, vous avez bien sûr le set de cuisine, vous aviez une poussette, puis vous avez aussi les animaux qui s'appelaient les Spodettes. Ils arrivaient tous dans des sachets à part, mais c'était toutes des affaires encore qu'on mettait sur une vraie patate. Et c'est seulement en 1960, lorsque les régulations américaines ont forcé les Hasbro à faire des parties qui étaient moins coupantes, moins pointues pour les enfants, pour éviter les blessures, que là, on a été obligé de créer justement le corps en plastique de M. Patate, qui est sorti, lui, en 1964. Parce que là, c'était difficile de rentrer ton nez dans une pomme de terre parce que là, il est plus pointu. Il était plus pointu, il était plus coupant, donc il fallait couper avec un couteau pour pouvoir rentrer l'accessoire. Un enfant ne peut pas avoir un couteau, donc si le parent n'est pas là pour jouer avec l'enfant, ça ne marche plus. Alors, on a créé en 1964 le corps de M. Patate. À peu près dans cette même période-là, on a décidé d'introduire d'autres membres dans la famille. Donc, on a Oscar l'orange, on a Pete de Pepper, donc le poivreau, le piment ou le poivreau. On avait, donc c'était bien sûr Oscar, donc l'orange était en plastique. On avait un green pepper avec, quoi? Là, tu es en train de... Non, mais le poivreau, je le vois avec une bouteille de bière. Le poivreau, il était vert. Fait que bien sûr, il y avait des morceaux de visage qui étaient exactement similaires à M. Potato Head qu'on pouvait mettre là-dessus. Ouais. Et il y avait aussi, bien sûr, des personnages féminins. Donc, Cathy de Carrot. Donc, c'était Cathy la carotte. Et Cookie le cocombre. Cookie le cocombre. Oui, Cookie de Cocomber, qui ont fait leur apparition. Et bien sûr, dans cette période-là, on va faire ce qu'on appelle le Fast Food Based Line, donc une ligne fast food, dans lequel on avait ce qu'on appelait le Mr. Potato Head's Picnic Pals. Donc, les amis de pique-nique de M. Patate. Alors, bien sûr, là-dedans, il y avait quelques personnages, incluant le Mr. Soda Pop Head et Frankie Frank, qui sont devenus des personnages très populaires à cette époque-là. Ouais, je te vois le sourire. Frito la frite, là, je sais pas. C'était Frito la frite, quelque chose du genre. Oui, exactement. En 1975, on double la grosseur du Monsieur Patate pour arriver au Monsieur Patate qu'on connaît aujourd'hui, donc 6 pouces de haut. Qui devient un contenant. Là. Qui devient un contenant, effectivement. Donc, il faut se rappeler que la patate est à 3 pouces et demi. Donc, le Monsieur Patate, quand le corps en plastique est arrivé, il fallait qu'il demeure à peu près dans la même dimension. Là, on arrive vraiment avec un Monsieur Patate qui double de size, donc il tombe dans le 6 pouces et demi à peu près, avec ses accessoires aussi qui ont été, bien sûr, agrandis. Même chose aussi, on va faire d'autres choses parce que là, on a décidé de changer les pièces. Et au lieu de faire des pièces rondes, on commence à faire des pièces qui sont un peu plus plates pour justement éviter les blessures. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le Monsieur Patate, à l'époque, on était capable de placer des pièces où on voulait sur la patate. Donc, si tu voulais mettre le nez dans le front, tu pouvais le faire. Ben oui. Même quand on a commencé à avoir les premiers Monsieur Patate, on pouvait le faire ça, mais à un moment donné, encore là, le gouvernement a changé des affaires au niveau du market, puis on a essayé de viser des enfants un petit peu plus jeunes. Donc, à ce moment-là, il ne fallait pas que ça soit trop compliqué. Donc, le nez, il rentrait juste là où le nez pouvait rentrer. Le bras, il pouvait juste rentrer là où il y avait un bras. L'œil, il pouvait rentrer seulement là où il y avait un œil. Donc, tu ne pouvais pas te tromper
puis mettre un œil à la place de la bouche, puis ainsi de suite. Donc, là, il fallait que ça reste comme ça. Ça enlève du... Ouais. Ben, ça enlevait un petit peu de cachet, mais ça n'a pas été trop long que finalement, Hasbro est revenu avec le concept des entrées rondes. Et donc, à ce moment-là, on pouvait recommencer à placer les pièces où est-ce qu'on voulait. En 2006, Hasbro a commencé à vendre des pièces. Il avait arrêté ça quand il y a eu, on a enlevé la pomme de terre. Là. Il avait arrêté ça, mais ils ont recommencé à revendre des pièces à part de M. Patate. Donc, tu pouvais avoir des chefs cuisiniers, des travailleurs sur le milieu de la construction. Tu pouvais avoir des princesses, des pirates, des officiers de police. Médecins. Non, pas de médecins. Tu avais des pompiers, tu avais des rois, tu avais des mermaids, donc des sirènes. Tu avais même des rockstars et tu avais même le Père Noël. OK. Oui, tu pouvais faire un Père Noël, M. Patate. Et bien sûr, ce qui est important aussi de voir, c'est l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Parce que pour faire vivre... Et ça, Hasbro, on en a déjà parlé dans les jeux de société, Hasbro est très fort dans ce milieu-là. Il est à l'écoute de son auditoire. Et donc, pourquoi que M. Patate a vécu si longtemps, c'est qu'il l'a adapté. Et donc, aujourd'hui, tu as des M. Patate Freddy, des M. Patate Jason, des M. Patate Billy de Popette, mais tu vas avoir Darth des M. Vader. Patate Darth Vader, R2-D2, C3PO. Ouais. Tu vas avoir des M. Patate Indiana Jones, des M. Patate Spider-Man, des M. Patate Transformers. Tu vas avoir des Elvis, les Looney Tunes, Star Trek, Kiss, les Wizard of Oz et les Three Stooges. Ça, c'est des ensembles de 4 qui avaient été faits ou de 3, dépendant le nombre de personnages. Dans le temps de Star Trek, c'était Spock, McCoy et Kirk. Alors, tu sais, ils ont vraiment évolué avec le marché et ça donne en fait que tu as pu avoir aussi du Alien, du Predator, du Batman, du Doctor Who, du Joker. Ils ont fait plein de choses. Même Homer Simpson a été fait en Monsieur Patate. Tu sais, Avec ta patate jaune. Patate jaune. Tu sais, il n'y a pas de limitation avec le Monsieur Patate et ils ont pu développer une multitude de marchandises à droite et à gauche pour faire en sorte que le produit de Monsieur Patate, tout comme des jeux de société comme Clou, Monopoly, Risk, que, tu sais, c'est des jeux, une fois que tu as joué avec, c'est fini. Non, là, on fait des Risks ou des Clous, des choses Walking Dead, Harry Potter. On a évolué avec le marché et on s'est servi d'un produit dont la base est là, puis on fait juste rajouter des pièces différentes et ta base demeure ton Monsieur Patate corporel, puis tu fais juste rajouter différentes affaires pour faire en sorte qu'il ressemble à un personnage de film ou de série télé ou des choses comme ça. Des faits importants dans la vie de Monsieur Patate. Parce que Monsieur Patate... Sa germination a eu lieu quand? Hein? Sa germination. Sa germination. Il n'a pas germé encore. Non, OK. Savez-vous que M. Patate a eu son premier rôle de soutien dans une série de télévision dramatique en 1985, dans une série qui s'appelle Potato Head's Kids. Savez-vous également que M. Patate, en 1985, la même année, a reçu 4 votes pour devenir le maire d'Idaho, aux États-Unis. D'ailleurs, il est reconnu comme le jouet qui a eu le plus de votes pour devenir maire dans une campagne politique dans le record Guinness. Si vous allez dans le livre du record Guinness, il est dans le record Guinness pour ça. Il a été spokesman pour ce qu'ils appellent eux autres le Spokespod pour le Annual Great American Smokeout et Surrendered His Pipe. Oui, c'est ça, OK. Fait qu'il il a été le porte-parole. Le porte-parole du Annual Great American Smokeout, où est-ce qu'il a donné sa pipe à un comment je pourrais dire, un surgeon, c'est un docteur, un médecin, chirurgien. Un chirurgien, merci beaucoup, à Washington, D.C. Ça, c'est en 87. Pour dire, je ne fumerai plus. Oui, exactement. En 95, il a fait ses débuts à Hollywood dans... Histoire de jouets. Toy Story, exactement. Et aussi, il a joué dans une courte série télé dans Fox Kids qui s'appelait The Mr. Potato Head Show de 1998 à 1999. OK. En 2000, il a été introduit dans le National Toy Hall of Fame à Rochester, New York. OK. Ça, c'est en 2000. Et après ça, il a fait une publicité pour le Super Bowl
C'était le Super Bowl, attendez un instant, c'était 43e Super Bowl en 2009 pour Bridgestone. Pour les pneus Bridgestone, c'est ça. Donc, c'est qu'il essaye de conduire sa voiture, puis tu as Miss Potato Head qui passe son temps à le narguer. Donc, je me rappelle de cette pub-là, c'était vraiment rigolo. Écoute, il a été dans des strips de comic book. Il a été également spokesman pour différentes causes, dont justement le American Cancer Society, puis d'autres affaires, le Physical Fitness. Il a fait plein de choses. Il y a même Miss Potato Head qui a joint la Ligue des voteuses féminines. Puis le Get Out to Vote Campaign, ça, c'était en 1985 pour aider les femmes à aller voter, puis forcer les femmes à aller voter aux élections. Bien sûr, il y a un Larger Than Life version of Monsieur et Madame Patate. Donc, c'est des versions... Grosse statue. Oui, à peu près grandeur nature, là, qui ont été créées en 1980. Grandeur nature, c'est 3 pouces. Oui, 3 pouces, je veux dire, enfin, être humain normal, là, c'est ça. qui se trouve à Walt Disney. Il y a bien d'autres affaires, là, je pourrais continuer comme ça. Il y a un jeu vidéo qui a été fait qui s'appelle Mr. Potato Head Activity Pack, qui a été fait. Ça, c'est en 97. Puis il a paru dans d'autres affaires aussi. Et puis, bien sûr, comme je disais tantôt, là, il a été au cinéma. Donc, plein d'affaires. Il a joué dans des spoofs aussi. Il a paru dans les Simpsons. Écoutez, il y a une vie de patate bien remplie. Savez-vous, juste on va finir avec ça, savez-vous que Mélanie Martinez, qui est une chanteuse pop, a fait une chanson qui s'appelait Mrs. Potato Head? Non. C'était la première chanson de son album Cry Baby. Donc, Monsieur Patate et Madame Patate sont des monuments de l'histoire américaine. Et je trouvais ça le fun d'en parler parce que je suis tombé là-dessus par hasard puis j'ai dit « Hey, non, il faut que je parle de ça. C'est trop cool de parler de Monsieur Patate. » Donc, plein de grandes choses qu'a réalisé Monsieur Patate. Une invention des années 40 qui est encore dans nos vies aujourd'hui. Puis si vous n'avez pas de Monsieur Patate chez vous, là, allez à un Toys R Us le plus près de chez vous pour vous en ramasser un. Ça en prend un au moins dans la maison. Moi, j'en ai 2. J'ai un Monsieur Patate Darth Vader et j'ai un Stormtrooper pour aller avec, pour l'accompagner, pour pas qu'il soit tout seul. Ben non, c'est ça. Darth Vader sans ses Stormtroopers. Il serait trop malheureux. C'est ça. Donc, merci beaucoup, Christophe. T'as pas fait de patate. Non, mais je vais aller faire ma soupe aux légumes. Oui, ça marche. C'est bon. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.